Aujourd'hui, c'est mardi. Vous êtes donc bien sûr Radio Grenelle. Je serai la voix du Dendrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Vous voulez nous offrir une bière ? Un café, Michel. Ah ouais ? Oui. Vous voulez nous offrir un café ? C'est mieux. Soutenez-nous sur Tipeee. Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fake de la semaine. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler cette semaine d'un fake, mais des conséquences d'un fake. Encore ? Oui, je sais, on a déjà dit ça beaucoup de fois, mais que voulez-vous ? En fait, il est toujours compliqué de dire d'une étude qu'elle est fake. Elle est généralement bancale, mal faite, biaisée, incorrecte, mais le terme fake ne s'applique qu'à la fraude. Et la limite entre ça et l'incompétence est souvent très mince. On peut raisonnablement dire que tout le battage qui a été fait par l'IHU de Marseille autour des soi-disant résultats miracles, alors que n'importe qui lisant les chiffres de l'étude avait surtout envie d'envoyer aux équipes des cargaisons entières de lunettes de vue, s'apparente bel et bien au fake et à la désinformation. Et ça a des conséquences. Je ne vais pas revenir sur la perte monumentale de temps, d'énergie, de ressources humaines et matérielles et, in fine, de chance pour les malades qu'a coûté cette sinistre farce. Non, j'ai envie de vous faire rire aujourd'hui. Et donc, je vais vous parler de l'état de l'Oklahoma, qui, après s'être stupidement jeté sur les stocks d'hydroxychloroquine, alors que la communauté scientifique entière se facepalmait avec ses éprouvettes, s'est enfin rendu compte que, comme dit depuis des mois, ça ne marche pas. Et donc, ayant besoin d'argent pour prodiguer de vrais soins à des malades, a eu une idée de génie. Oui, parce que quand on a entre 2000 et 4000 cas par jour dans un état de moins de 4 millions d'habitants, on a du boulot et de la suite dans les idées. Et cette idée peut se résumer ainsi. Eh les mecs, on a un stock de 1,2 million de cachetons dont on nous avait dit que ça marchait pas et qu'il fallait pas en acheter. Et ben en fait, on en a acheté et ça marche pas. Vous voulez pas les reprendre et nous rendre nos 2 millions de dollars qu'on a bêtement claqués pour rien ? Alors, ça paraît énorme, mais c'est le porte-parole de l'Attorney General de l'État lui-même qui l'a confirmé. Je vous glisse le lien en description. Et on espère que ça leur sera refusé, parce que, outre le fait que la FDA, l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, leur avait dit que c'était une connerie et qu'à un moment faut assumer ces conneries, ça risque de créer un précédent dans lequel s'engouffreraient bien volontiers les 20 autres États qui se retrouvent dans la même panade. Découverte de la semaine. Une découverte en attente de confirmation définitive, mais qui fait du bien. Alors je vous la propose. Ouais, je suis de bonne humeur cette semaine. Moderna a annoncé cette semaine, dans un communiqué disponible en description, que son vaccin était bien encore efficace contre les variants britanniques et sud-africains. Il y a 2 bémols quand même. Tout d'abord, les résultats sont déposés en préprint pour l'instant. Donc, réflexe de base, on ne s'affole pas, on attend confirmation, on prend du recul et une tisane. La base. Ensuite, le variant brésilien, qui a l'air d'être bien gratiné aussi, n'a pas été testé, donc il va falloir attendre encore. Mais à l'heure où la France a franchi le seuil de 2% de primo-vaccinés, je vous rappelle que pour être vacciné, il faut 2 doses, ça fait partie des annonces qui font plaisir. Piste de la semaine. Vaccin. Il est compliqué d'avoir de la visibilité sur les vaccins et surtout sur la question qui turlupine tout le monde. Quand est-ce que c'est mon tour à moi ? La bonne nouvelle, Papichel, c'est que le site OmniCalculator peut y répondre. Et je le trouve en prescription ? Oui, presque, oui. La mauvaise nouvelle, c'est que la réponse risque de ne pas vous plaire. Le Dendrobat Doctor, au rythme actuel, a sa piqûre prévue fin mai 2022. Impasse de la semaine. Fertilité. Vous vous souvenez de quand je vous ai dit que la fake news sur « Le vaccin va rendre le ventre de vos femmes stériles » c'était un vieux mythe et que s'il y a quelque chose qui lâche en premier dans la reproduction humaine, c'est généralement la fertilité masculine. Eh bien, c'est ce qui ressort d'une étude allemande sur le sujet. Mais comme d'hab, on reste calme, car elle est petite, très petite. Quoi, Michel ? Petite alors qu'on parle du pipoudou des messieurs, c'est rigolo. Une étude encore en préprint, du coup pas encore sur le site de la revue, mais vous pouvez lire les chiffres détaillés en description, à condition de stopper le chargement de la page avant qu'il soit terminé. Bon, elle a étudié le sperme de plus de 80 hommes de moins de 40 ans ayant eu le Covid et l'a comparé à une centaine de témoins qui ne l'avaient pas eu. Verdict, ceux ayant eu la maladie sont atteints d'oligoasténotératospermie. Un mot compliqué à placer pendant un rendez-vous galant qui désigne en gros le fait que les spermatozoïdes sont moins nombreux et nagent moins bien parce qu'ils ont des formes toutes bizarres. On ignore pour l'instant si c'est la maladie elle-même ou les traitements qui sont la cause de l'oligotruc, mais il est connu dans d'autres maladies inflammatoires et rien n'indique qu'il ne se résorbe pas de lui-même avec le temps. Ah, tu l'as pas dit une deuxième fois, oligo...
Non, c'est mort. Pasteur. Oh, Louis. Non, l'Institut français. Celui qui a annoncé qu'il arrêtait son projet de vaccin suite à des mauvais résultats des premières phases. Ou plutôt, il arrête l'un de ses vaccins candidats. 2 autres sont toujours en phase préclinique. Un spray nasal et un vaccin à technologie ADN. Oui, celui-là il est bel et bien à ADN et non pas à ARN comme Pfizer et Moderna. Le monde va devenir incollable en bio à force, et ça va être un vrai plaisir. En tout cas, moi ça me fait plaisir. Mais dans son communiqué, Disponible sur son site et en description, Pasteur sonne la fin de la course pour son candidat le plus avancé, un vaccin classique, construit de la même façon que le virus de la rougeole. mais qui ne confère pas l'immunité espérée. Quoi, Michel? Quand on pense que certains avaient sorti que l'Institut était à l'origine du virus pour pouvoir vendre des vaccins derrière, ça me fait doucement rigoler. Mauvaise nouvelle de la semaine. Manaus. La ville dont on suivait déjà l'évolution, frappée par le variant brésilien, est en grande détresse. Les réserves d'oxygène pour les patients s'épuisent dans une telle indifférence du pouvoir central brésilien que c'est le Venezuela Pourtant, en pleine crise économique et politique majeure, qui a dû envoyer plusieurs chargements par camion pour soulager les services de réanimation. Selon les témoignages recueillis par les journalistes sur place, disponibles entre autres sur RFI, la saturation des services conduit également à la pénurie d'ambulances, utilisées telles quelles pour remplacer des lits. précarité, négationnisme du gouvernement et corruption, les facteurs sont bien entendu multiples et on ne peut que s'inquiéter de voir la ville de 2 millions d'habitants se transformer en incubateur géant. Portugal. C'est une sale semaine pour les lusophones. Alors que le Portugal vivait encore dans une relative insouciance jusqu'il y a peu, Et été montré en exemple par tous les rassuristes avec « Vous voyez, eux, ils ont maintenu tous les lieux de culture ouverts, il leur arrive rien, nanana ». le pays est frappé de plein fouet par une deuxième vague bien plus meurtrière que la première, Les nouvelles contaminations ont fait un bond de 50% en à peine un mois. touchant principalement les 20 à 50 ans et contraignant les autorités à fermer en urgence universités, écoles et crèches. Tandis que plus de 30 000 cas de variants anglais sont déjà comptabilisés sur leur sol. Avec entre 12 000 et 16 000 cas par jour pour 6,5 fois moins d'habitants que la France, Ça équivaudrait en France à entre 78 000 et 104 000 cas par jour. le Portugal est en train de plonger. Bonne nouvelle de la semaine. Deuxième dose. Le ministère de la Santé s'est rangé à l'avis des académiciens de médecine et spécialités médicales contre l'avis de la Haute Autorité de Santé. Et a décidé de ne pas décaler la deuxième dose de vaccin, L'écart entre deux injections est donc maintenu à entre 21 jours et 28 jours. conformément aux données issues des études. Prématurité. Le confinement a eu des effets négatifs. Mais pas que. 2 études, Encore en préprint mais parvenant aux mêmes conclusions, une irlandaise et une danoise disponibles en description, montrent que le confinement a fait drastiquement chuter la prématurité. Les causes invoquées sont la diminution de la station debout, liées au transport, au travail manuel et ainsi de suite. un plus grand repos, La mise au chômage partiel a évité de cumuler des doubles journées au travail et à la maison, avec un conjoint ne sachant pas ou ne voulant pas faire le ménage. ainsi que la chute spectaculaire de la pollution de l'air. En Irlande, le taux de bébés nés entre mars et mai faisant moins de 1,5 kg a été divisé par 4, Et la maternité étudiée n'a eu aucun cas en dessous de 1 kg contre normalement 3 naissances pour 1000. tandis qu'au Danemark, la chute observée de prématurité est de 90%. À confirmer car le nombre de cas est encore petit mais Les observations indiquent qu'il faut sans doute se pencher sur un congé maternité plus précoce et sur le fait qu'il y a encore beaucoup de boulot sur la répartition des tâches domestiques. Qu'est-ce que putain de quoi? Je vais faire tout mon possible pour parler de ça de la manière la plus classe possible, mais ça va être difficile. Michel, pose ce micro tout de suite. Entre le nez pour les mucus et la bouche pour la salive, on se demandait quel orifice fouiller pour être sûr de dépister au mieux. On n'en rêvait pas, mais on l'a fait quand même. La bonne réponse se situe de l'autre côté. Pas sûr de comprendre. Oh non, je crois que j'ai compris. Les études chinoises ont montré que là où on trouvait le plus de traces et le plus longtemps, c'était dans le... Dans le cucu. Non Michel, on dit le rectum. Les autorités chinoises ont donc dit qu'ils allaient tester le rectum. Et ils allaient le tester beaucoup. Chez les sujets à risque déjà et chez les voyageurs arrivant de l'étranger ensuite. Si. Les liens se trouvent en description. Voilà, je vous le dis au cas où vous devriez voyager. Que vous ne soyez pas surpris. Et je m'arrête là parce que je vois pas trop comment traiter le sujet de manière drôle sans une avalanche de blagues de mauvais goût. Michel, ce micro. Point méthode de la semaine. Le grand voyage autour de la science. 1.2. Préparer la science.
Savoir comment on doit chercher. Dans notre découverte de la recherche, nous sommes toujours dans le premier grand tronçon, préparer la science. Et nous allons aujourd'hui attaquer la deuxième question qu'il faut se poser avant de rechercher quelque chose. Comment qu'est-ce qu'on va le chercher, ce truc? Aujourd'hui, deuxième étape, savoir comment on doit chercher ce que l'on cherche. Vous avez donc choisi le trou du puzzle qui va vous occuper dans les prochains mois. Et sûrement les prochaines années. Vous avez déterminé à quoi votre pièce ressemblait et dans quel tas elle n'était probablement pas. Maintenant, il va falloir la trouver cette pièce et pour ça, vous ne pouvez pas manuellement essayer toutes les pièces de tous les tas. Il va vous falloir un plan d'attaque. Il va vous falloir une méthode. Celle-ci varie énormément d'une discipline à l'autre, même si le fond est souvent identique. Donc, pour simplifier, nous allons prendre un exemple qui parle à tout le monde. En ce moment, imaginons que notre pièce du puzzle est un traitement contre une maladie. Pour chercher votre pièce, il y a 3 questions importantes et chaque question a son spécialiste pour vous aider. Où va-t-on chercher la pièce? De quelle manière va-t-on chercher la pièce? Comment on saura qu'on a trouvé la pièce? Vous serez respectivement épaulé par l'expert non-chercheur, le méthodologiste et le statisticien. L'expert non-chercheur est un spécialiste de son domaine allant du niveau CAP à Bac+12, mais qui n'a généralement aucune compétence en recherche, qu'on consulte pour son expérience et sa pratique. Dans notre cas, ce sera par exemple un médecin, car même si le médecin a soutenu une thèse d'exercice, celle-ci n'a rien à voir avec une thèse au sens premier du terme. Elle sera beaucoup plus courte, beaucoup moins fouillée et, c'est normal, beaucoup plus centrée sur la pratique. Elle ne forme pas non plus à la recherche, même si depuis peu, la lecture d'articles scientifiques est devenue une épreuve des examens de médecine pour qu'il soit plus facile pour eux de mettre leur pratique à jour. Elle est très franco-française, n'est pas reconnue en tant que thèse à l'international, ne donne pas accès aux études de recherche, contrairement à un mémoire de master recherche, et, ironiquement, ne donne même pas le grade de docteur. Donc, dans une étude, si vous voyez noté D majuscule R, c'est un chercheur, un médecin sera noté MD, et ceux qui ont les deux, oui, il y a des fous, seront notés PhD, MD. Et pour l'accent, ça se passe comment? L'accent, c'est comme on peut. Grâce à son expertise médicale, ici, l'expert sait expliquer au chercheur où il doit chercher. Est-ce que c'est une maladie rare, fréquente, touche-t-elle les hommes, les femmes, quelle tranche d'âge, combien de patients peut-on inclure dans cette étude, combien de temps met la maladie à se déclarer, à évoluer, bref, il s'agit de se servir du savoir des personnes de terrain pour délimiter le périmètre de la recherche. Genre, on sait que notre pièce doit être bleue, et eux ils savent que les pièces bleues c'est en moyenne 1 sur 8, le plus souvent dans le gros tas du fond là-bas qui traîne derrière un petit cageur. Vient ensuite le méthodologiste. Ça, c'est le Tantrobat Doctor, elle est là, et elle vous fait un gros coucou. C'est un chercheur, donc au moins Bac+8, qui a une double spécialité. Il est spécialiste dans son domaine de recherche, et il est spécialiste dans la méthode scientifique tout domaine. C'est un chercheur tout terrain. Un peu comme un 4x4 qui roule au café et porte des lunettes. Il est garant du respect de la méthode et des protocoles. Et c'est lui qui va vous indiquer comment vous tromper le moins possible. Par exemple, non, l'idée du tamis pour la pièce, c'est pas le bon plan. La pièce est trop complexe, elle ne passera jamais du premier coup. Il y aura plein de faux positifs, passés un peu en biais. Et il faudra essayer chaque pièce manuellement, c'est trop long. Non. On va utiliser un lecteur optique pour les trier par couleur et faire des calculs pour savoir à peu près avec combien de pointes et combien d'angles, etc. Et puis, combien elle devrait peser et automatiser la tâche. Et combien elle devrait peser du coup? Mais ça, il en sait rien et il s'en tape car si, peu importe le domaine ou presque, le méthodologiste sait repérer en un coup d'œil une méthodologie correcte, d'une biaisée, d'une non significative ou autre, ce n'est pas lui qui fait les calculs produisant ces données. Non. Ça, c'est le travail du statisticien. C'est aussi un chercheur, et plus rarement un ingénieur, donc entre Bac+5 et Bac+8. Et son boulot à lui, c'est de dire quand est-ce qu'on sait qu'on a trouvé quelque chose. Il travaille de pair avec le méthodologiste, et lui teinte à peu près ce langage. On aura trouvé quand ce sera supérieur au hasard. Ok, dans ton cas, le hasard il vaut tant. Il faudrait sortir tel et tel biais présent dans telle et telle population. Ok. Ton biais 1 pèse tant dans la population A et tant dans la population B. Et ton biais 2 pèse tant dans la population A et tant dans la population B. Ta pièce, tu dois la chercher comme ci et comme ça. Tu sauras que tu as trouvé si elle est comme ci et comme ça. À eux deux, ils passent leur vie à couper des cheveux en 4, à pinailler sur des données et à râler sur le respect des procédures. Ce sont des emmerdeurs. Ils s'entendent généralement très bien. Et leurs collègues les trouvent complètement maso. Et super méga chiants. Et ils leur sont reconnaissants d'être super méga chiants. Moi aussi je suis chiant? Oui Michel. Ça veut dire que t'es reconnaissant? En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant,
je rends l'antenne. Et on y retourne la semaine prochaine car l'épidémie ne se termine pas. Non vraiment, ça n'en finit pas cette purge, c'est insupportable. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur, et autant que possible, restez chez vous. Bisous. Bisous. Vous voulez dire bisous ? Bisous.